Bonsoir, grand plaisir de se retrouver. Le soleil estival brille toujours sur 28 minutes et il serait dommage de ne pas le partager. Bonsoir à vous, chers amis autour de la table. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, c'est la hausse des droits de douane américains qui entre en vigueur ce jeudi. Un secteur est particulièrement inquiet, celui des vins et spiritueux français. On veut que notre voix soit entendue, notamment sur des secteurs clés, je le répète, les vins et spiritueux en étant, parce que ce sont des économies qui dépendent beaucoup du marché américain, qui sont aussi l'identité de nos territoires. Alors, est-il possible de se passer du marché américain et de trouver d'autres pays avec qui commercer? Ces droits de douane peuvent-ils mettre en danger une filière déjà fragilisée par les nouvelles habitudes de consommation des Français? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, dans la grande prairie de l'actualité, attrapent leur chronique avec un filet à papillons, à savoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, on commence avec vous, Quentin, au programme ce soir. Oui, je vous parle d'un homme qui a fait trembler la monarchie britannique dans les années 70. Une tentative d'enlèvement très spectaculaire. L'homme fait reparler de lui. Je vous raconte tout ça en fin d'émission. Et vous, Marjorie? On va partir à Mexico où la population se révolte contre la gentrification de certains quartiers, en cause notamment la venue de nombreux Américains. Eh bien sûr, on vous retrouve tout à l'heure. Car avant ça, vous êtes-vous déjà demandé comment les animaux avaient vécu l'évolution de l'humanité? Alors, n'avez pas tout de suite posé la question à votre chat ou à votre chien. C'est pas sûr qu'ils vous répondent. Éric Baratet, lui, s'est interrogé sur le sujet dans un livre collectif, Une histoire animale du monde, qui donne enfin une place aux animaux à travers les siècles. On en parle tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Éric Baratet. Bonsoir. Alors vous êtes historien, professeur à l'université Lyon 3. Votre livre « Une histoire animale du monde à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours » est paru chez Talandier. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Chatriou. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors Éric Baratet, forcément vous êtes historien. Quand on imagine un historien travailler, on pense qu'il est entouré de livres. Vous vous intéressez à la condition animale. Est-ce que vous vous êtes entouré d'animaux ? Oui, en partie, chiens, chats, effectivement. Et puis on les regarde régulièrement. Et puis on les regarde aussi dans l'histoire, c'est ça le point le plus important. Et là, on a beaucoup de témoignages qui nous parlent des animaux. Des animaux. Et on va parler justement de tout ça. Comment on constitue une histoire animale du monde dans un instant. Mais avant ça, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous raconter justement l'histoire du monde par le prisme animal. Et c'est ce qu'on va voir avec Olivier Boucreux. Historien des animaux, Éric Baratet, vous avez appris à écouter ce que les récits officiels ont longtemps ignoré. Pour raconter le monde des vivants, tous les vivants, vous avez le profil idéal. Années 60, Villeurbanne, vous grandissez dans une école de la République qui n'enseigne que l'histoire des hommes. Très tôt, vous comprenez que ce silence n'est pas neutre. À la fac à Lyon, votre thèse démontre comment l'Église, influencée par la philosophie grecque, a forgé une frontière absolue, à l'homme l'éternité, à l'animal la mort. À contre-courant de votre discipline, vous proposez une histoire animale du monde, non pas un bestiaire attendri, mais une fresque rigoureuse où l'animal devient acteur. Et là, il y a une reconnaissance, on le voit très bien, c'est pas venu des historiens, c'est venu en fait des amateurs, de ceux qui étaient intéressés par la Première Guerre mondiale et qui petit à petit se sont mis à s'intéresser aux animaux. Acteurs d'événements, de résistance, les chevaux, chiens et pigeons de la Grande Guerre, dont vous décrivez les souffrances dans Bêtes des tranchées. La trajectoire du chimpanzé Méchi, capturé au Cameroun, vendu à un naturaliste américain pour être humanisé et détaillé dans une histoire animale du monde. Des animaux qui dépriment, qui luttent, qui vont jusqu'à faire grève, comme vous dites. Les bonnes vaches laitières d'aujourd'hui ne supportent plus leurs veaux. Parce qu'on les a sélectionnées pour qu'elles soient, entre guillemets, de mauvaises mères, pour qu'elles laissent tout le lait à la production. Mais comment écrire de leur point de vue? Vous vous appuyez sur récits, lettres, archives pour y traquer les indices d'un vécu. Et surtout, vous collaborez avec des vétérinaires, éthologues ou généticiens. La génétique, dites-vous, est la grande révolution documentaire de ce siècle. Longtemps dépréciée, votre démarche fait aujourd'hui école. Vous interrogez ces lieux, zoos, élevages, laboratoires où les animaux cessent d'être eux-mêmes. Ce qui est intéressant dans le zoo, c'est que les deux regardent, l'animal regarde l'homme, et on s'est aperçu justement par des études en zoo que l'animal réagissait à l'homme. Il mendie, il le regarde, il s'habitue à voir les hommes passer, défiler devant lui, c'est un spectacle pour lui. Et vous rappelez, classer les vivants, c'est souvent justifier leur domination, écrire leur histoire, c'est faire basculer la nôtre. Alors Éric Baratet, c'est vrai que pendant longtemps, les historiens
ne se sont pas intéressés aux animaux, c'était même peut-être un sujet de moquerie, peut-être qu'ils n'en avaient rien à faire. Pourquoi vous y êtes intéressé? Eh ben, un ordre de Dieu. De Dieu? Oui. Ah, carrément? Ah oui. Ah oui, carrément. D'accord, Le 15 c'est-à-dire août 1985, ça m'est tombé sur la tête. C'est D'accord. pour ça que je dis ça Bien en sûr, plaisantant. oui, 15 août, bien sûr. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur les animaux? À l'époque, ça n'était absolument pas travaillé, effectivement. Personne ne s'en occupait. Et puis, petit à petit, eh bien, c'est devenu un sujet tout à fait à part entière et qui est maintenant accepté et remarqué. Comment est-ce qu'on fait pour raconter cette histoire du point de vue de l'animal sans tomber dans l'anthropomorphisme? C'est quoi la technique? En fait, il y a beaucoup de documents qui racontent des hommes, qui racontent ce qu'ils ont fait avec leurs animaux. Alors, il y a des humains qui ne voient pas grand-chose, et puis il y en a qui voient très bien les choses. Par exemple, sur la Première Guerre mondiale, quelqu'un comme Maurice Genevoix est quelqu'un de remarquable. L'écrivain, en effet. Dans Ceux de 14, qui est un très très beau témoignage, il a sans arrêt des mentions sur les animaux. Et donc, tous ces témoignages-là, en les coupant avec ce qu'on sait maintenant en matière de vétérinaire, d'éthologie, de génétique. La génétique, justement, On une arrive à révolution. comprendre. Qu'est-ce que vous en faites de la génétique? Comment vous La génétique, ça va devenir la grande source historique du XXIe siècle. Ça va être remarquable parce qu'ils sont capables maintenant, les paléogénéticiens sont capables de vous dire, pour tel animal, mais aussi pour tel humain, qu'est-ce qu'il a mangé, quelles ont été ses maladies. Ils sont même capables maintenant de vous dire qu'ils ont changé de région. Ce qui est absolument incroyable. Et nous n'avons aucun document écrit, évidemment, sur ces humains ou sur ces animaux-là. Donc là, ça va être la grande source. Ça commence pour l'instant, mais ça sera vraiment fondamental. Alors, vous avez parlé justement de la guerre de 14. C'est un gros chapitre de votre livre. On le voit, il y a un cheval d'ailleurs en couverture de votre livre. Et c'est vrai que les chevaux, alors peut-être qu'on n'imagine plus aujourd'hui, en 2025, à quel point ça a été un point essentiel de cette guerre. Et même, vous le dites dedans, si les chevaux avaient été mieux traités, l'issue de la guerre aurait été différente. Oui, on ne peut pas à l'époque faire de guerre sans chevaux. On ne l'imagine plus maintenant. Mais un régiment d'infanterie, où les soldats vont pourtant à pied, a presque autant de chevaux que d'humains. Parce qu'il faut derrière tirer les armes, les munitions, le ravitaillement, etc. etc. Donc sans chevaux, on ne peut rien faire. Le meilleur exemple, lorsque le maréchal Foch prépare la dernière offensive qui va aboutir à la victoire en septembre 1918, il le dit dans ses mémoires, il n'a qu'un souci, pour savoir s'il a assez d'hommes, de camions, de canons, de tanks, est-ce qu'il a assez de chevaux en bon état? Oui, c'est assez incroyable. C'est son grand souci. Sinon, on ne peut pas faire de guerre à l'époque. À l'époque, À l'époque et toujours aujourd'hui, puisque là on évoque les chevaux de 14-18, mais aujourd'hui encore, les animaux font partie de nos guerres. On a les chiens des mineurs en Ukraine, par exemple, qui participent activement au conflit. Oui, il y a des rats aussi maintenant qui deviennent des mineurs. Oui, alors ce sont surtout des chiens de nos jours, qui servent à la détection, au repérage, à transmettre des informations à l'humain, parce qu'évidemment le chien détecte des sons, des odeurs, des vibrations que nous sommes incapables de détecter. Et ça veut dire qu'ils font partie quand même de l'histoire guerrière de l'humanité depuis le début presque des premières guerres jusqu'à encore aujourd'hui. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Les chevaux sont là depuis les empires antiques. Un empire comme celui d'Alexandre ne pourrait pas se comprendre sans la cavalerie. C'est ça. Il s'est créé très rapidement grâce à cette cavalerie. L'animal utile, on a aussi beaucoup fait l'animal objet, l'animal machine. Et pourtant, vous nous dites, vous, ce sont des êtres qui ne sont pas si passifs que ça. Il y a des exemples de révolte. Bien sûr. De grève même, chez les chevaux, chez les vaches. Exactement. L'exemple le plus typique, c'est celui des chevaux de mine au XIXe siècle. On a des témoignages de vétérinaires, d'ingénieurs, etc. et qui disent que lorsqu'un cheval s'arrête de travailler, ça m'a fait grève finalement, c'est qu'il a été battu. S'il travaillait bien avant et que d'un coup, sans raison apparente, il s'arrête, c'est qu'il a été maltraité. Et donc tout le souci des compagnies minières, c'est de trouver le bon conducteur qui va bien fonctionner avec le cheval. Et un cheval peut bien marcher avec un conducteur et ne pas marcher avec un autre, et vice-versa. Et donc, c'est très complexe, effectivement. Alors, vous parlez de conditions animales, de maltraitance animale, et Natacha, on va voir avec vous que la France,
justement, se place dans les premiers pays européens concernant l'élevage intensif. Oui, vous savez, ces gigantesques structures qui concentrent des milliers d'animaux dans des conditions très difficiles, de stress, de surpopulation, avec des bêtes qui ne voient jamais la lumière du jour. Eh bien, selon une récente enquête d'un collectif de journalistes européens, dont ceux du journal britannique The Guardian, ce modèle très décrié est loin de décliner. Au contraire, il est même en pleine expansion en Europe. La prolifération des fermes industrielles est particulièrement aiguë, avec de plus en plus d'autorisations d'ouverture délivrées. Ces fermes-usines ont augmenté de 13% entre 2014 et 2023. On en dénombre 24 000 sur le vieux continent, en France 3 000. On est donc le deuxième pays européen qui en abrite le plus, juste derrière l'Espagne. Et avec la loi Duplon qui prévoit un assouplissement des règles pour agrandir ou pour créer des bâtiments d'élevage intensif, la tendance ne risque donc de ne pas s'inverser dans les prochaines années. Éric Baraté, penser le vécu animal, ce serait le propre de notre époque. Mais pourtant, malgré cette prise de conscience, ça ne conduit pas à des changements majeurs dans les milieux économiques ou politiques. Alors, comment regardez-vous ce paradoxe ? Oui, alors il est évident qu'il y a une résistance du côté notamment de ces éleveurs qui ne veulent pas voir autrement, alors qu'on sait que effectivement les animaux traités dans des conditions comme ça n'ont pas forcément... ça se retrouve ensuite dans la qualité du lait, dans la qualité de la viande, etc. La manière d'être abattu aussi est importante. On n'y fait pas assez attention, mais un animal qui souffre va sécréter des toxines que vous allez ingérer ensuite avec la viande. Oui, alors il y a quand même des nouveautés dans le sens où la consommation individuelle de viande en Occident est en train de diminuer. Individuelle. Oui. En tout, elle augmente parce que la population augmente. Donc il y a quand même une réflexion des gens, et on le voit bien finalement par la réaction à la loi Duplon. Je ne suis pas sûr que maintenant on puisse faire n'importe quoi, bien que certains poussent à cela. Il y a aussi des condamnations quand même pour des cas de maltraitance. Ça, c'est assez récent et il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le signe d'une forme de révolution de la considération des animaux ? Et c'est un petit peu l'objet aussi de votre livre. Oui, oui, tout à fait. Alors le monde juridique est de plus en plus sensible maintenant. Il y a un gros travail en matière de colloques, de pensées, d'articles, de livres, etc. Et je pense que du côté des avocats, même du côté des magistrats, j'ai fait plusieurs formations auprès des magistrats, il y a maintenant un véritable intérêt pour ça, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Ouais. Alors on voit avant, il y a une chose auquel n'était pas confronté le monde animal que vous décrivez, parce qu'on l'a vu sur l'utilité. Avant, il servait aussi pour transporter des choses. Aujourd'hui, c'est la mignonnerie. La mignonnerie est très importante. On regarde aussi, on préfère un animal à un autre. Est-ce que c'est pas un grand danger aussi, ça, pour le monde animal ? Oui, si on va trop loin, bien sûr. Il y a des phénomènes de mode pour les chats ou pour les chiens, et surtout maintenant pour les chats, qui peuvent entraîner des problèmes pour les animaux eux-mêmes. Oui, les difficultés à respirer, par exemple. Et là, il faut éviter de tomber dans de tels excès, mais c'est très difficile, parce qu'en ce moment, la mode des chats bat son plein. Et en corollaire, c'est l'explosion des abandons qui vont de pair. Voilà, et notamment, malheureusement, l'été, qui va dans la saison. Notamment l'été. Voilà en tout cas pourquoi il faut lire une histoire animale du monde, à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup, Éric Baraté, d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Allez, passons maintenant à notre débat. La gueule de bois. Difficile d'employer un autre terme quand on évoque l'impact des nouveaux droits de douane américains sur le secteur des vins et spiritueux français. La filière s'attend à une sévère chute de ses ventes outre-Atlantique, chiffrant ses pertes à 1 milliard d'euros. Dans l'Hexagone, le marché des vins et spiritueux ne se porte pas très bien. Les Français consomment de moins en moins. Alors ces droits de douane pourraient-ils fragiliser un peu plus la filière face au dérèglement économique et climatique ? Est-il encore possible de faire perdurer ce patrimoine agricole et culturel ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Gueule de bois pour les professionnels du vin français qui ne savent toujours pas à quelle sauce ils seront mangés par Donald Trump. Jeudi prochain, une taxe de 15% sur les produits européens entre en vigueur. Les vins et spiritueux français en seront-ils exemptés ? En attendant d'y voir plus clair, l'inquiétude grandit. C'est beaucoup de travail pour ce marché américain. Ça représente des années de rencontres avec les importateurs. Donc évidemment, ce serait dommage que tout ce travail soit mis à mal parce qu'il y a aujourd'hui 15% de taxes. Avec près de 4 milliards d'euros par an, les États-Unis sont le premier marché à l'export des vignerons français.
Un chiffre qui pourrait, selon le secteur, chuter de 25% et menacer près de 600 000 emplois directs et indirects. Un risque pris très au sérieux, d'autant que le marché intérieur traverse une période de turbulence également. Repas moins ritualisés, préoccupations sanitaires et écologiques grandissantes. De 120 litres par habitant et par an en 1960, la consommation a été divisée par 3 pour s'établir aux alentours des 40 litres aujourd'hui. Ils veulent savoir d'où vient le produit, surtout comment le vin a été fabriqué. J'ai l'impression que les jeunes et même les consommateurs en général font un peu cette chasse aux intrants qui peuvent être liés notamment à l'usage de pesticides. Des goûts en mutation, de même que l'environnement. Avec le changement climatique, les professionnels du secteur doivent composer avec un terrain de plus en plus capricieux. On peut passer sur des périodes pluvieuses à des périodes plus sèches et caniculaires. Donc là, en l'occurrence, le week-end dernier, on a eu un orage de grêle. Et après, du coup, comme là, cette semaine, on retombe sur une semaine caniculaire. Soumis à de multiples défis, le secteur des vins et spiritueux en France peut-il s'adapter à cette nouvelle donne ? La hausse des taxes américaines, si elle se confirme, risque-t-elle de lui infliger un coup de grâce ? Alors que la France reste le deuxième consommateur de vin au monde, après le Vatican, les motifs d'inquiétude sont-ils vraiment fondés ? Et pour en parler, nous recevons ce soir Sylvie Allem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes viticultrice à Montbazillac et vice-présidente de la coopérative de Montbazillac. Selon vous, il n'y a pas d'autre solution que de se réinventer, car la crise que connaît le milieu viticole aujourd'hui est, dites-vous, structurelle. Toutefois, les vins français sont toujours vus comme des produits d'excellence. À vos côtés, Laure Gasparotto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste du vin. Votre livre « Si tu veux la paix, prépare le vin, éloge de la Bourgogne » est paru aux éditions Grasset. Selon vous, la filière n'est pas en crise mais en mutation. La France reste le premier producteur et exportateur mondial de vin et de nouveaux marchés sont en train d'émerger, notamment en Afrique. Et puis Thierry Pouge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste aux Chambres d'agriculture France. Selon vous, l'augmentation des droits de douane devrait fortement ralentir les exportations. Il faut, dites-vous, un renouvellement en s'ouvrant à de nouveaux marchés et de nouveaux produits. Mais tout cela demande du temps et de l'investissement. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 1 milliard, Jean-Mathieu, comme le milliard d'euros que la Fédération des exportateurs de vins et de spiritueux s'attend à perdre avec l'instauration de ces taxes. 1 milliard d'euros de pertes estimées, soit un quart des ventes en moins, et 600 000 emplois, directs ou indirects, qui seraient concernés. Je dis bien seraient, puisque c'est du conditionnel, ce serait des estimations. Est-ce que ces chiffres, d'ailleurs, Thierry Pouge, sont crédibles, sont réalistes ? Ce sont des estimations, parce que les 15% qui ont été infligés par les États-Unis sont toujours en négociation, finalement. Il était prévu 30%, on est descendu à 15%. Il n'était pas prévu d'intégrer les vins et les spiritueux dedans, finalement, ils le sont. Donc, les négociations se poursuivent. Donc, il va falloir un petit peu attendre. Mais on est vraiment dans une fourchette 800 millions, 1 milliard. Ça, c'est certain, parce que de toute façon, au-delà des droits de douane qui renchérissent le produit qui est importé sur le marché américain, moi, je crois qu'il faut ajouter aussi l'évolution de l'euro par rapport au dollar. Il s'est considérablement apprécié depuis le début de l'année. Et donc, ça ne fait qu'ajouter au prix du produit qui va s'alourdir. On est aux alentours de 35% finalement au total. Donc, ça fait beaucoup. Et tout va dépendre à la fois des catégories socioprofessionnelles, de la réaction du consommateur américain. Est-ce qu'il va continuer à consommer ? Alors bon, on va parler de tout ça, mais surtout, ça, quand vous dites ça devrait négocier, mais c'est vrai que le temps est compté maintenant, puisque ça devrait être jeudi, normalement. Ça pourrait s'appliquer. On sait Donald Trump peut changer d'avis, mais normalement, ça devrait être jeudi. Laure Gasparotto, justement, même question sur les chiffres vous-même. Est-ce que ce sont des chiffres crédibles ? En tout cas, depuis cette crainte, parce qu'en fait, c'est une guerre commerciale qui accumule, qui fait surgir encore des obstacles. Et ce sont des craintes vraiment peut-être justifiées, mais finalement peut-être pas si importantes par rapport à déjà tous les obstacles qui existent dans le monde du vin. C'est une crainte de plus. Et peut-être que même ce sera suspendu au mois de septembre, on n'en sait rien. C'est pas encore, C'est pas jeudi qu'il y aura la réponse, ce sera à la fin du mois de septembre. En tout cas, Trump fait régner une peur dans le monde du vin qui en a vraiment pas besoin en ce moment. Sophie Allem, vous êtes sur le terrain, vous êtes viticultrice, vous la ressentez cette peur au quotidien ? Oui.
Oui. Alors, c'est pas vraiment la peur des taxes Trump, parce que, comme dit Laure, c'est un de plus. Voilà, c'est un de plus dans cette crise. Parce qu'aujourd'hui, alors, moi, je produis beaucoup de blanc, et le blanc n'est pas vraiment en crise, mais le rouge est en crise, et c'est un élément de plus qui rajoute à la crise. Voilà. On le sent sur nos réunions, et puis on connaît des exploitations où aujourd'hui on arrache. Ouais. Donc, quand on arrache des... Alors, quand des exploitations arrachent une partie de leur production parce qu'ils jugent qu'ils vont se recentrer et mieux travailler, ou voilà. Mais là, aujourd'hui, on arrache des exploitations entières parce qu'il n'y a pas de succession. Voilà, il n'y a pas de succession, personne ne s'installe. Donc là, oui, on est vraiment dans le désarroi. Thierry Pouch, il est vrai que là, on parle des États-Unis. Aux États-Unis, le vin est considéré comme un produit de luxe. On se dit que ceux qui sont déjà capables d'acheter du vin aujourd'hui pourraient peut-être l'acheter avec, même s'il est plus cher demain, non ? Est-ce qu'ils peuvent absorber ? Alors, en principe, quand on est sur un produit de luxe et qu'on l'achète sans trop de difficultés au regard de son pouvoir d'achat et de sa catégorie socio-professionnelle, manifestement, on peut encaisser le choc du droit de douane et éventuellement du taux de change. Après, pour des raisons de réflexe un petit peu patriotiques aussi, il faut en tenir compte, peut-être que le conflit commercial va détourner une partie des consommateurs américains vers des vins californiens, parce qu'ils en produisent, c'est quand même pas négligeable. Les vins californiens ne sont pas moins chers que les vins européens, et français en particulier. Il y a quand même une bouteille sur 3 qui est française aux États-Unis. Le marché américain représente le premier marché des vins français, et c'est la raison pour laquelle on est si craintif aujourd'hui par rapport à ces taxes. Oui. Parce que la dernière fois, quand Donald Trump avait mis des taxes, en effet, dans son premier mandat, est-ce que le marché avait été absorbé ? Est-ce que ces taxes avaient été absorbées ou pas par justement ces consommateurs américains ? Les taxes ont été absorbées, mais ce n'a pas en fait exclu le fait que les producteurs français se soient tournés vers d'autres marchés. C'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, quand ces professionnels ont cette menace, ils ont déjà préparé le terrain de la menace. D'ailleurs, l'année dernière, en 2024, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 4% depuis la France. Donc on était en croissance avec les États-Unis. Et c'était aussi pour préparer cette année qui serait peut-être difficile au niveau des taxes. Mais par ailleurs, il y a déjà énormément de marchés qui sont en train de se relayer. En effet, certains pays africains auxquels on ne s'attendait pas. Voilà. Et finalement, Sylvie Allem, qui sera le plus impacté par ces taxes ? Les petits ou les gros producteurs ? Ça sera les gros, parce que les petits, ils ont du mal quand même à aller à l'export. On essaie... Mais je voudrais rebondir sur ce que dit Laure. Dans les interprofessions, donc moi je fais aussi partie de l'interprofession des vins de Bergerac Duras, on ne va pas arrêter de financer et d'aider nos vignerons qui partent à l'export aux États-Unis. On va continuer, quelle que soit la taxe Trump. C'est ça. Ça et ça sera national. Tout le monde va continuer à travailler avec les États-Unis. C'est incontournable. On parlait tout à l'heure de cette entrée en vigueur le 7 août. Vous disiez... Laure Gasparato, finalement, ça ne sera pas le 7 août. Il y a peut-être encore une marge de manœuvre ? Il y a encore une chance ? Oui, il y a encore une chance, puisque il y a une question qui n'a pas été négociée, c'est quels produits vont être suspendus de ces taxes. Et ça, on ne le saura qu'à la fin du mois de septembre. Et peut-être que le vin en fera partie, on ne le sait pas. Alors, on va faire un petit tour du côté de nos archives. On va filer en 1956. On va voir qu'on parlait déjà du vin, mais alors là, d'une manière plus sanitaire. À l'époque, le combat contre l'alcoolisme est une priorité du gouvernement, et notamment chez les plus jeunes. Premier chantier, interdire l'alcool à l'école. Et oui, c'est un autre temps. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne, où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Voilà, nous sommes en 1956, donc c'était vraiment une autre habitude, et là c'était vraiment sanitaire. Mais Thierry Pouch, c'est vrai, quand on voit les chiffres, c'est assez impressionnant. Dans les années 60, c'était 120 litres de vin par habitant et par an. Aujourd'hui, c'est 40 litres, moins de 40 litres par habitant et par an. Ça veut dire que
c'est une filière, le vin et spiritueux, en crise, mais qu'on n'avait pas du tout anticipé ce changement de mentalité, d'attitude, de consommation de la part des Français. Un peu quand même, parce que bon, il y a eu des raisons de santé, il y a eu la montée de la préoccupation environnementale avec le mode de fabrication des vins, etc. Mais le fait que l'exportation ait connu une croissance aussi importante, je rappelle quand même que c'est le premier excédent de la balance commerciale agroalimentaire française. Et ça, c'est quelque chose de structurel et d'historique. C'est-à-dire que, grosso modo, depuis la fin des années 70, début des années 80, c'est le premier poste excédentaire devant les céréales et les produits laitiers. Donc, il y a eu quelque part une forme de compensation. La demande mondiale a permis d'absorber le déclin de la consommation intérieure, étant donné qu'on avait quand même une production assez importante. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais pour la problématique des droits de douane, justement, ça peut poser problème, parce que en admettant qu'on exporte moins, ce qui a été le cas, on a perdu des parts de marché en 2018. 2018, ça a lors été de la première présidence Trump. Voilà, lors de la première vague, le marché intérieur aura du mal à prendre le relais. Donc c'est pour ça qu'il faudra trouver d'autres débouchés extérieurs, ou alors se préparer par anticipation, mais là, ça sera sur un terme un peu plus long, pour faire de nouveaux produits, des vins pétillants, des vins sans alcool, etc. Sylvia Alem, vous le voyez, je vois réagir, vous le sentez, ce changement sociétal? On boit moins le midi, par exemple? Oui, alors je rebondis parce qu'on avait quand même beaucoup, on anticipe toujours, hein, la production est là, on a fait un plan de filière, on a quand même recentré beaucoup le vin sur la qualité. Aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup diminué, mais les gens boivent du vin de qualité. Aujourd'hui, on a une meilleure qualité que dans les années 60. Oui. C'est ça. Je pense que la qualité a pris le dessus sur le petit vin qu'on buvait à l'école ou dans les campagnes. Voilà, il y a quand même cette notion-là. Et vous me disiez... Oui, est-ce que vous sentez ce changement sociétal? On boit moins, mais mieux, finalement. Oui. On boit moins, on boit mieux, mais par contre, ce qui s'accélère énormément, c'est actuellement le mode de consommation. Donc aujourd'hui, les gens ne rentrent pas chez eux pour manger le midi, donc ils vont manger dans des fast-foods, les jeunes mangent tous dans des fast-foods, ils rentrent dans la vie de plus en plus tard, j'ai envie de dire. À 30 ans, aujourd'hui, on a nos premiers enfants, on n'a plus de repas de famille le dimanche, voilà, et donc on n'a plus l'occasion de boire du rouge, parce que j'en reviens toujours au fait que ce sont les rouges qui sont en crise. Alors on a quand même un marché sur les blancs qui se tient, parce que c'est dans des moments festifs, c'est à l'apéritif, le blanc arrive encore à se consommer. Voilà, je me dois de dire qu'il faut consommer avec modération, bien sûr. Mais alors ça, c'est entendu depuis longtemps, hein, notamment, Natacha, on va le voir, avec pas seulement les vins, mais la consommation est en baisse aussi pour les spiritueux, donc de 50% depuis les années 80, mais depuis 2 ans, c'est le cognac français, lui, qui trinque. Le secteur traverse, lui, une grave crise économique. Vous vous souvenez peut-être de ces images à l'automne, les manifestations des fabricants de cognac qui déversaient des tonnes de raisins devant les sous-préfectures charentaises. La filière, qui génère plus de 70 000 emplois indirects et directs, est en grande difficulté depuis 2 ans. Chômage partiel, vague de licenciements et mouvements sociaux se multiplient. L'industrie est notamment victime des guerres commerciales avec la Chine et les États-Unis, ses 2 principaux clients. En octobre, Pékin avait mis en place de lourdes taxes de l'ordre de 35% contre les spiritueux européens, en réponse au choix de Bruxelles de taxer les importations de voitures chinoises électriques dans l'Union européenne. Alors, résultat, cet hiver, les ventes de cognac se sont effondrées de près de 60% en Chine. Le cognac a disparu des duty-free des aéroports et des boîtes de nuit chinoises. Alors, en juillet, la Chine a assoupli ses droits de douane, mais à cela s'ajoute une chute des ventes de 45% aux États-Unis en 2023, et depuis, le marché est toujours morose. Alors on l'a vu, vous avez un peu répondu sur le vin tout à l'heure. Justement, l'industrie, elle ne peut pas compter sur les consommateurs français pour se maintenir à flot? C'est vrai que le cognac est candidat pour entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qu'il mise sur l'œnotourisme, qui cherche à renouveler son image auprès des consommateurs. Mais le problème, c'est que l'eau de vie charentaise est complètement dépendante des exportations. 96,8% du cognac est consommé à l'étranger, et précisément en Chine et aux États-Unis. Alors Thierry Pouche, ça fait 300 ans que cette filière existe. Est-ce qu'il est possible de remplacer de tels marchés et d'en inventer de nouveaux assez rapidement? Ça va être compliqué. En tout cas, il y a une période d'ajustement qui va être, à mon avis, assez longue, parce qu'on parlait des droits de douane américains, mais on voit bien que la Chine, aujourd'hui, réagit aux mesures prises par l'Union européenne sur les voitures électriques, mais aussi traverse un ralentissement économique qui se répercute sur les achats de cognac, par exemple. Donc, d'une certaine manière, les vins et boissons alcoolisés
sont assez emblématiques de cette guerre commerciale qui semble se généraliser. Parce que je voulais dire tout à l'heure que l'Afrique du Sud elle-même, qui produit du vin, est également taxée par les États-Unis. Et donc, on va retrouver tous les producteurs qui sont concernés par ces droits de douane sur des marchés alternatifs. Et là, ça va être compliqué d'écouler la production. Vous parliez de l'Afrique du Sud, mais aussi, Laure Gasparotto, c'est que là, les droits de douane ne sont pas contre la France, mais contre l'Union européenne. Donc il y a les deux autres pays qui produisent énormément de vin, qui vont être l'Espagne et l'Italie. Ça veut dire que là, est-ce que la crise ne va pas seulement être française, mais il peut y avoir une crise viticole mondiale aujourd'hui? Ah oui, oui, elle est totalement mondiale. Et les arrachages ne concernent pas que les vignobles français. On en trouve en Californie. Le numéro 1 du vin Gallo est même en difficulté aux États-Unis. Donc c'est vraiment au Portugal. Enfin, c'est une crise générale. Et en effet, sur les nouveaux marchés, tout le monde va se battre. Oui. Et il y a ceux qui ont déjà pris leur bateau de pèlerin qui commencent à récolter les fruits. J'ai rencontré il y a quelques jours un importateur qui travaille les champagnes en Arabie Saoudite et qui commence à en récolter les fruits. Et c'est une augmentation de 100% par an. Il faut dire qu'on partait de très bas. Et les Émirats arabes ne vont pas compenser les marchés américains et chinois. Mais c'est pour montrer un exemple que si on prend son bâton de pèlerin et qu'on va distribuer de manière très détaillée, il y a de l'espoir. Mais en effet, on ne va plus pouvoir envoyer des dizaines et des centaines de palettes sur un même marché. On va diversifier. Chercher les nouveaux marchés, être créatif. On a l'impression que cette filière doit sans cesse se réinventer. Vous parliez des rouges, c'est vrai, surtout dans les rouges. Je vous propose de regarder ce viticulteur qui nous explique comment lui, il s'en sort. Il y a quelques années, on avait lancé un vin orange nouveau qui avait beaucoup plu. On avait lancé par la suite un rosé, donc c'est un mot valise qu'on a inventé qui est la contraction en fait, de vin rouge et de rosé. Et ce qui fait que sur ces 3 dernières années, on est en croissance de 35%, 17%. Et cette année, on annonce une croissance de 6% des importations sur le Japon. Le rosé, le vin orange, on a même des vins sans alcool. Sophie Alem, c'est ça l'avenir aujourd'hui de la vigne, du vin? Alors, on a travaillé beaucoup dans ce plan de filière pour essayer de trouver des solutions. Donc, il paraît que nos vins sont trop alcooleux, donc on va baisser le degré d'alcool. C'est vrai que la bière, les jeunes consomment beaucoup de bière. Donc aujourd'hui, on a sorti pratiquement tous les profils, que ce soit en rouge, en sec et même en moelleux. On vient d'en faire un, nous, dans la région de Bergerac, un Côte de Bergerac moelleux qui est à 6 degrés. Donc on a travaillé aussi avec la grande distribution pour essayer de repenser leur rayon. Donc ils vont mettre d'abord le vin sans alcool, puis le vin à peu d'alcool, et puis les vins normaux. On a pensé à des capsules qui se vissent, on a pensé à des canettes. Enfin, je veux dire, la filière est prête à s'adapter comme elle s'est toujours adaptée sur le profil des vins. Je vous parlais du profil des vins tout à l'heure. Voilà, et on va s'adapter à ce que veulent les consommateurs. Laure Gasparotto, on voit aussi des consommateurs très attentifs, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet, sur la manière dont le vin est fabriqué, dont il est produit par rapport aussi aux engagements environnementaux, que le consommateur est plus attentif à ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, le bio a baissé dans le monde du vin. C'est parce que le pouvoir d'achat a baissé. Donc, comme les produits bio sont plus chers, on a vu même des vignerons historiques dans l'agriculture biologique se désengager. Donc, il y a d'autres parades pour l'écologie, l'environnement. Et en effet, le consommateur est très intéressé par ça. Mais pour revenir à l'adaptation du monde du vin, l'imagination, la résilience de cette profession est extraordinaire. Par exemple, prenons l'exemple de Cahors. Cahors, tout de suite, on pense à un vin rouge, costaud, etc. Eh bien, depuis une dizaine d'années, les vins de Cahors sont devenus très blancs, beaucoup de chenin. On fait même du blanc à partir du Malbec, qui est un cépage rouge. On fait des pétillants à Cahors. Donc, la production a vraiment changé. Et en effet, le vigneron s'adresse de plus en plus à son consommateur. C'est peut-être, Thierry Pouche, aussi facilité en France. C'est quand même le patrimoine, la vigne, le vin, ça fait partie de notre histoire. Est-ce que, par exemple, tout ce qui va être le no-tourisme, on en parlait, ça peut être aussi une filière d'avenir? Toutes ces voies sont des voies à explorer et sont certainement, parmi elles, il y en a qui sont prometteuses. Le vin et la viticulture, sous toutes ses formes,
c'est non seulement un patrimoine historique, ce sont des filières d'excellence la plupart du temps. C'est pour ça que je rappelais que c'était quand même le premier poste excédentaire. Jusqu'à ces dernières années, la demande mondiale s'adressait plutôt à la France et dans un second temps à l'Italie, voire à l'Espagne. Mais nous, on était quand même en pole position. Chaque année, on est toujours le premier exportateur mondial. C'est très paradoxal. Je regardais les chiffres avant de venir sur le solde commercial viticole sur les 5 mois de l'année. Le vin, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu un léger tassement. C'est plutôt les spiritueux qui tirent vers le bas. Et là, on sent bien que, justement, on a des difficultés à exporter vers les États-Unis ou vers la Chine. Sylviane. Oui, je rebondis sur le no-tourisme parce que ça, c'est un mot qui me parle parce que je viens de Montbazillac. Et nous, à Montbazillac, en 1960, nos grands-parents ont acheté un château médiéval, moyenâgeux, donc du XVIe siècle. Et donc, on fait de le no-tourisme depuis 1960. Et donc, on est vigneron coopérateur, mais on demande à nos vignerons d'aller tous les jours parler aux touristes pour leur expliquer notre métier et pouvoir dire, alors je vous remercie de nous avoir invités ici à Paris pour parler de notre métier, mais nous on fait un métier de passion. J'ai plaisir à dire, on est des paysans. Et les paysans façonnent les paysages. Et quand vous venez en vacances en province, vous voyez cette diversité que l'on a en France. Et on aime dire qu'on aime notre métier et qu'on travaille bien. Parce que l'agriculture française travaille bien. Un dernier mot, Laure Gasparotto, tout à l'heure, vous parliez en début d'émission de débouchés. Alors on l'a vu, les Émirats Arabes Unis, vous nous avez parlé de ça, l'Arabie Saoudite, pour contrer face à la Chine et aux États-Unis. Et vous parliez de l'Afrique. Aujourd'hui, qui peut être un débouché. C'est-à-dire, quel pays africain aujourd'hui s'intéresse en fait, des pays inattendus, comme le Nigeria, par exemple, le Nigeria, l'Angola, le Kenya, où on a une classe moyenne qui se développe et qui s'intéresse au vin, et au Bordeaux, aux vins classiques desquels nous, on se détourne en France, et qui trouvent aujourd'hui des nouveaux débouchés. Ou même le Maghreb, le Maroc, où la sommellerie est devenue... très professionnelle. Elle fait même partie de l'association de la sommellerie internationale maintenant. Le Maroc, avec son tourisme, développe énormément le vin. On peut trouver des très bonnes cartes des vins dans les destinations que les Français aiment, par exemple. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, le débat sur modération. C'est sur 28 minutes. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir sur notre plateau pour débattre de ce sujet. Et dans un instant, avec Quentin Darmon et Marjorie Delson, nous verrons, autre sujet, que tenter d'enlever une princesse peut vous assurer une certaine notoriété avant de filer à Mexico en lutte contre la gentrification, un combat devenu une vraie internationale. Mais avant cela, retrouvons l'homme qui a travaillé tout le week-end afin de nous servir un joli plat de culture générale cuit et assaisonné à point. Et ce soir, comme tous les soirs, Victor de Quiver vous le promet, vous dînerez moins bête. La banane a-t-elle inventé le capitalisme sauvage? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Au début du XXe siècle, une étrange pieuvre étend ses tentacules sur toute l'Amérique centrale. Son nom, la United Fruit Company, surnommée le poulpe. Cette entreprise nord-américaine va faire de la banane bien plus qu'un simple fruit, un modèle économique impitoyable. Tout commence par une appropriation massive des terres. La compagnie s'empare de vastes territoires au Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie et Jamaïque. Elle privatise sans vergogne des terres appartenant à des paysans indigènes. Mais comment convaincre les Américains de manger ce fruit exotique? La United Fruit fait appel à Edward Bernays, le père des relations publiques modernes. Ce génie du marketing revendique lui-même l'utilisation de techniques de manipulation consciente des masses. Sous sa direction, la banane s'infiltre partout. Il organise des campagnes auprès des pédiatres pour qu'ils vendent ses bienfaits aux mères américaines. Il invente la pause banane au travail. Et ça marche. Le pays des pommes se convertit à la banane, qui devient 10 fois plus consommée que le fruit national. Gare à ceux qui s'opposent à cette conquête jaune. Quand, en 1954, le président guatémaltèque ose contester l'emprise de l'entreprise sur son pays, Bernays gère la crise pour la CIA. Résultat, comme par magie, un coup d'État renverse le gouvernement légitime. Et oui, l'expression « République bananière » n'est pas née de nulle part. Pour lutter contre les parasites qui envahissent les récoltes et augmenter toujours plus le rendement, la compagnie déverse des tonnes de produits chimiques sur les cultures. Les ouvriers manipulent ces poisons sans protection, leur peau se teinte de bleu et beaucoup en mourront dans d'atroces souffrances. Plus étonnant encore, l'entreprise ne cache rien. Dans ses films institutionnels, elle se vante de l'utilisation massive de pesticides. Ces archives témoignent d'une époque où le capitalisme n'avait pas encore appris l'art du greenwashing.
Voilà, vous dînerez moins bête. Et une nouvelle fois, c'est réussi. Quel talent. Merci beaucoup, Victor Dequiver. Allez, il est temps de retrouver Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Hein. On commence avec vous, Quentin. Vous nous présentez ce soir un homme qui fait reparler de lui dans la presse britannique. Il s'appelle Ian Ball et il a fait trembler la couronne d'Angleterre il y a plus de 50 ans. Oui, alors pour mieux comprendre, je vous propose de revenir au 20 mars 1974 à Londres. L'unique fille de la reine Elisabeth II, la princesse Anne, rentre d'un gala de charité avec son mari. Il est à peu près 20h lorsque sa limousine emprunte The Mall. C'est la célèbre avenue qui mène à Buckingham Palace. Soudain, une voiture blanche surgit, un homme en sort. Il ouvre le feu avec ses 2 revolvers. En quelques secondes, le pare-brise éclate, le garde du corps et le chauffeur s'effondrent. L'assaillant demande à la jeune femme de sortir de la limousine, mais la petite sœur du prince Charles aurait répliqué avec cette expression restée célèbre, « Not bloody likely », autrement dit, même pas en rêve. Entre-temps, la scène a rameuté du monde, l'agresseur est arrêté quelques minutes plus tard. Miraculeusement, tous les blessés survivent. L'homme en question s'appelle Ian Ball. Il a 26 ans, son plan était d'obtenir en fait une rançon de plusieurs milliers de livres sterling. Il est finalement déclaré schizophrène, plaide coupable de tentative de meurtre et d'enlèvement, puis placé en détention dans un établissement psychiatrique. Alors justement, discrètement, Ian Ball a été libéré en 2019 et désormais il fait campagne pour laver son nom de tout soupçon. Je suis un homme sain d'esprit et totalement innocent, voilà ce qu'il raconte désormais dans une interview au Daily Mail. Ian Ball y donne sa version des faits, accrochez-vous bien. La tentative d'enlèvement n'était en réalité qu'un canular qui a mal tourné, une mise en scène avec l'aide d'un ami policier, un certain Frank, qui était censé retirer la poudre à canon de ses balles et remplacer la princesse par une autre femme. Vous n'avez rien compris, moi non plus. La princesse Anne, elle fête ses 75 ans le 15 août prochain. Elle a été informée de la libération de Ball, mais n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Alors cet événement a quand même provoqué une refonte complète des dispositifs autour des Windsor. La protection royale est devenue une priorité nationale. Oui, les budgets ont été revus à la hausse, les effectifs renforcés, sans que cela n'évite pour autant quelques dérapages. L'un des incidents les plus troublants est probablement celui de juillet 1982. Un peintre décorateur au chômage, Michael Fagan, parvient à s'introduire à Buckingham. En pleine nuit, il visite tranquillement le palais sans que personne ne le remarque. Fagan trouve par hasard la chambre à coucher où dort la reine. Une conversation s'engage au petit matin, c'est absurde. L'homme sera finalement arrêté grâce à l'intervention d'un valet qui l'amadoue avec un verre de whisky. Ça marche toujours. L'affaire fait scandale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque offre sa démission, mais la reine refuse, ne souhaitant pas créer une affaire d'État. Même pas en rêve, lui a-t-elle peut-être répondu. C'est vrai, merci beaucoup Quentin. Allez Marjorie, avec vous, on part à Mexico, où les manifestations se multiplient contre la gentrification de la ville. Elle serait causée, cette gentrification, en partie par les Américains. Oui, ici on parle espagnol, dehors les gringos, ce sont les inscriptions que l'on peut lire ces derniers jours sur les pancartes des manifestants mexicains. Alors pour rappel, les gringos, ce sont les surnoms péjoratifs donnés aux Américains par les Mexicains, en cause de plus en plus d'Américains qui viennent au Mexique, que ce soit à court terme en tant que touristes ou à plus long terme pour y vivre avec l'explosion du télétravail. Alors selon El País América, 70% des étrangers installés sur le territoire mexicain seraient justement des Américains. Or, le niveau de vie et le pouvoir d'achat entre les deux pays n'ont rien à voir. Alors, pour vous donner une idée, aux États-Unis, le salaire moyen est de 5 500 € par mois. Au Mexique, et plus précisément à Mexico, il est d'environ 400 €, soit plus de 10 fois plus bas. Forcément, avec de tels écarts, cette arrivée massive des Américains fait flamber les prix. Et en premier, des logements. Oui, depuis 2020, le prix des loyers a augmenté de 50%. Conséquence, de plus en plus d'habitants sont obligés de changer de quartier, voire carrément de quitter la capitale. Et la ville se retrouve donc en pleine crise du logement. Alors, il faut dire que vous vous en doutez, ces arrivées, elles s'accompagnent d'investissements immobiliers, de création de centres commerciaux ou d'immeubles au standing luxueux. C'est le cas, par exemple, une tour qui s'appelle la tour Mythica, que vous voyez. Il s'agit d'un gratte-ciel de 267 mètres de haut, 60 étages, et à ses pieds, on retrouve un centre commercial dernier cri. Or, elle se trouve en plein milieu d'un quartier populaire qui s'appelle Joco, qui est situé au sud de la ville. Et malgré l'opposition des habitants qui a duré plusieurs années, cette tour, elle est sortie de terre, elle a vu le jour en 2022.
À cela, il faut aussi rajouter la multiplication des logements Airbnb qui sortent donc du parc locatif qui est disponible pour les Mexicains. Et puis on imagine que le contexte politique actuel entre le Mexique et les États-Unis n'aide pas vraiment. Oui, Donald Trump n'arrête pas, vous le savez, de multiplier les attaques contre les migrants, notamment mexicains. Le pays a même durci ses conditions d'entrée sur son sol pour les touristes. Et bien, à l'inverse, il n'existe aucune formalité pour les Américains qui souhaitent rester au Mexique moins de 3 mois. Et c'est ça qui pêche justement ce manque de législation. Alors, face à la contestation, la maire de Mexico, elle a vraiment promis d'agir. Un plan a été proposé. Elle y promet un encadrement de l'augmentation annuelle des loyers, mais aussi la création d'un institut de contrôle, des mesures floues et insuffisantes pour les habitants. Alors, il y a d'autres grandes villes qui font face à ce genre de problème. Oui, Barcelone, par exemple, en Europe. En 10 ans, la ville a vu ses loyers augmenter de 70%. Depuis, là aussi, les manifestations se multiplient. Barcelone, elle a donc décidé de frapper un grand coup. Dès 2028, elle a annoncé interdire les locations d'appartements type Airbnb aux touristes. Mais on pourrait aussi parler de New York, qui a également interdit les locations inférieures de ce type, inférieures à 30 jours. En attendant, de leur côté, les hôteliers, vous vous en doutez, ils se frottent les mains. Fin 2024, la nuitée moyenne à New York a atteint $417. Et là, c'est vraiment un record. Voilà pourquoi nous partons à 28 minutes cet été. Voilà. Merci à vous, en tout cas, Marjorie. Merci. À suivre sur Arte. L'été dernier, Catherine Breillat emmène Léa Drucker et Samuel Kircher sur le chemin de la relation belle-mère-beau-fils. Jusqu'où cela peut-il aller ? Moi, je connais la fin, donc n'hésitez pas à regarder, sinon je vais spoiler. Nous, on se retrouve demain, 20h05, pour une nouvelle émission de 28 minutes. Tchuss.